Voilà. Donc, j'allais dire, théoriquement, vous allez entendre que nous avons commencé à enregistrer. Alors, donc, je vous remercie, Marie-Christine, de me présenter. Ça m'évitera, on va dire, de le faire moi-même. Mais je commençais toutefois par partager l'écran, hop, avec un dédicace. Voilà, un dédicace. Donc, j'espère que vous pouvez voir là. Queen of Parts. C'est effectivement Virginia Satir et vous le voyez bien, je crois, Richard Bandler et John Green. Ces deux énergumènes que vous voyez, donc Bandler à la droite de Virginia Satir et Grinder à sa gauche, sont, comment on va dire, ont coécrit avec elle qui s'appelle Changing with Families, hein, changer les familles, changer en famille, je sais pas. Et c'est la couverture de cet ouvrage. Alors, je dédie cette soirée à Virginia Satir, tout simplement. La PNL ne serait pas la PNL, c'est clair. Et effectivement, Virginia Satir nous rappelle quelque chose d'absolument essentiel à propos des partis. Lorsque nous découvrons nos nombreuses parties et la manière dont elles sont reliées les unes aux autres, nous nous rendons compte que nous pouvons éveiller nos ressources et que nous n'avons plus à nous limiter aux fondements, aux fondations du petit enfant en nous. Si nous étiquetons ou nions certaines parties de nous-mêmes, nous manquerons de ressources. Et si nous nous rappelons immédiatement que toutes nos parties sont connectées et dépendent les unes des autres, nous pourrons faire l'expérience de la diversité avec de l'unité. Et donc, moi, je vous invite à fermer vos micros, parce que c'est vrai qu'il y a des parties qui sont présentes sans doute dans la salle, mais il est intéressant qu'elles puissent s'exprimer au bon moment. Hein. Et le bon moment sera quand je vous aurai dit, avez-vous des questions? Et ce n'est pas encore le moment. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour Virginia Satir, qui est quelqu'un de tout à fait riche, intéressante, formidable. Et là, comme disait Christine tout à l'heure, une grande dame, une grande femme. Elle mesurait plus de 6 pieds. Hein. Elle mesurait pratiquement 2 mètres. Et vraiment impressionnant à tous les niveaux. Hein. Donc, voilà. Je vais vous montrer effectivement le plan de la soirée. Juste que je m'y retrouve. Voilà. OK. Bonsoir. Là, en principe, Bonsoir. vous le voyez. J'espère que vous le voyez. Non, vous ne le voyez pas. Oh, il y a des choses dont il faut se souvenir. Et là, je ne suis pas encore au point. Partager l'écran et on va pouvoir justement. Oups, où est-ce que c'est? Voilà. Je suis l'écran comme tout à l'heure et voilà. Alors, le modèle des parties. Alors, je vous indique brièvement, on va dire, ce qu'on va faire ce soir. Je souhaite effectivement vous offrir une brève historique de cette notion des parties en PNL, également comment définir les parties PNL-ment parlant, ainsi que des définitions qui nous viennent d'ailleurs. Parce que les parties, ça remonte loin et les implications sont très profondes. Alors, les définitions et également comment les expliquer, et ça dépend à qui. C'est important d'avoir un point de repère. Le modèle des parties et ses techniques de base, c'est bizarre, mais c'est marrant du reste que c'est 7 plus ou moins 2, quoi. Le cadrage en 6 points, négociation entre parties, béca squash, est nommé parfois dans la littérature, surtout anglo-saxonne, l'intégration des parties, création de parties et la fête des parties. Donc, je doute bien qu'il y en ait là-dedans, mais vous n'avez jamais entendu parler. Et c'est pour ça que, effectivement, c'est intéressant de proposer, on va dire, une opportunité d'échange là-dessus. Alors, on va parler du recadrage pour situer justement ce que c'est le recadrage
dans la systémique et dans la PNL, les différents types de recadrage qu'on trouve en PNL. Ensuite, les diverses techniques du point de vue de l'historique, du point de vue de la technique de base, les indications de la technique, les pièges, entre guillemets, les difficultés de son application. C'est vrai, ça, pour le recadrage en un, la négociation entre parties et le VK squash. Après, on va changer un peu en disant pour la création de parties, l'historique, pas encore, technique de base, OK, et puis des indications de cette technique avec des hypothèses de sa mise de côté. Parce qu'effectivement, moi, je l'avais apprise il y a très longtemps, et puis on a tout simplement cessé à s'y intéresser. Alors, la fête des parties, en fait, un petit brin historique, technique de base, de Virginia Satir. Hein. Quelques indications et puis des applications diverses, car dans la PNL, cette technique, en fait, on va dire, c'est un modèle en tant que tel, a pris les tangentes, hein, et il y a des prolongements possibles qui peuvent nous intéresser. Voilà ce qu'on va faire et commençons par le commencement. Voilà. En fait, moi, mon intérêt pour les parties a beau prendre sa source dans ma découverte de la PNL en 1981, ça remonte. Hein. Je continue mes apprentissages autant avec les parties grâce à d'autres modèles hein, que je suis formée. Et j'apprécie ce modèle, hein, puisque effectivement, je trouve qu'on peut s'en servir pour faire énormément de choses. On peut tout faire avec, à condition de cadrer l'intervention. Cadrer l'intervention correctement et de se rappeler que la porte d'entrée, de toute façon, de la transformation, la demande du sujet et la mesure du changement, c'est le comportement. C'est bien gentil de dire, OK, j'ai changé mes croyances et je me sens mieux. The proof is in the pudding. Si ça ne se voit pas, si ça ne s'entend pas, si ça ne se vit pas, merci d'avoir partagé, ça ne sert à rien. Et donc, du coup, c'est très important. Le comportement est observable et non inférentiel. Ce n'est pas une opinion, c'est une perception. Et effectivement, moi, je suis psychologue de formation. Christine, je suis clinicien. Merci de fermer vos micros, toujours. Alors, quoi que dise Richard Bandler, de très négatif, et c'est extrêmement fait à propos des psychologues, c'est une de ses bêtes noires préférées. La psychologie clinique est une bonne base, une excellente base en fait, un très bon point de départ pour appréhender, apprendre et enseigner la PNL. Alors, parlons des parties. Alors, c'est effectivement grâce à Richard Bandler, celui par qui là, les parties sont arrivées, mais de manière indirecte, on va dire, c'est grâce à Richard Bandler, les travaux de Fritz Perls de la Gestalt thérapie et de Virginia Satir de la thérapie familiale, que les parties sont arrivées en PNL, hein, parce que ces différentes optiques ont permis de formaliser en fait ce travail. Perls parlait du top dog, hein, le grand chef, et le underdog, le sous-fifre, de partie de base, quoi, on va dire. Et Virginia Satir parlait de parties, c'était le mot qu'elle utilisait de toute façon, et de catégories correspondant à des manières de communiquer lorsqu'on est sous stress. Le blâmeur, dit aussi l'accusateur, le suppliant, dit aussi le pacificateur, le super rationnel, dit également l'ordinateur, et le distracteur. Robert Spitzer, éditeur et président de Science and Behavior Books, hein, l'éditeur de tous les bouquins en PNL, on va dire, aux États-Unis. C'est celui-ci qui a introduit Bandler aux travaux de récemment décédé, en fait, Fitzperls, et il a demandé à Bandler de terminer et d'éditer un manuscrit qu'il souhaitait publier. Ensuite, désirant faire un ouvrage à partir d'un séminaire qui devait durer
un mois en résidentiel, animé par Virginia Satir, Spitzer a invité Bandler à filmer ce séminaire et à retranscrire ce travail. Les ouvrages de The Gestalt Approach and Eyewitness to Therapy de Perls, traduits en fait, parce qu'on est loin d'avoir toutes les traductions, hein, traduits sous le titre de Manuel de Gestalt Thérapie, la Gestalt, un nouveau regard sur l'homme, ainsi que Changing with Families, changer en famille, changer avec les familles, changer les familles, hein, c'est pas traduit, de Bandler, Grinder et Satir, sont issus de cette collaboration. La couverture de cet ouvrage paraît en dédicace. Et voilà les parties en PNL. Page d'écran. On va y arriver. Hop. Les parties en PNL. Donc, voilà. Partager. OK. Pour traiter le modèle des parties, commençons par définir ce terme selon deux angles différents. Dans l'Encyclopedia of Systemic Neurolinguistic Programming and NLP New Coding, l'encyclopédie de la PNL systémique du nouveau code de la PNL, de Robert Dietz et Judith Delosier, on trouve le terme partie, défini effectivement, on trouve le terme partie est une façon métaphorique de parler du fait que le système de croyances, d'états, d'idées et de capacités constitutives de la conscience d'un individu est composé de divers sous-systèmes qui peuvent fonctionner plus ou moins indépendamment les uns des autres. Les parties sont souvent associées à différents systèmes de représentation et peuvent avoir des intentions, des buts, des capacités différentes, plus ou moins liées aux autres parties d'une personne. Du point de vue de la PNL, il est utile et souhaitable d'avoir des parties. Les circonstances qui exigent des niveaux élevés de performance, par exemple. Alors, voilà l'angle PNL. Maintenant, considérons les parties dans une optique de partie de personnalité. On va élargir, en fait, ces notions. Et effectivement, en élargissant cette proposition, on a tout simplement Gordon Emerson. La notion de partie de personnalité nous renvoie sur celle des états du moi et des concepts qui ont largement précédé à la PNL. Gordon Emerson, Ego State Therapy, la thérapie des états du moi, propose qu'un moi est une voie neuronale ou une chaîne neuronique intégrée comportant à la fois des aspects affectifs, c'est-à-dire d'humeur, d'un état d'être, et cognitifs, la pensée, cognition, croyance. Un état du moi peut changer de fonction et s'intégrer au système d'être humain. Un état du moi peut apprendre à changer de fonction et utiliser différemment son énergie. Alors, le lien de parenté semble évident, et pour cause. Et pour cause, comme on la verra ultérieurement. Avant de traiter ces notions de partie de personnalité est un concept extrêmement ancien, en fait, et ce qu'on nous dit est tout à fait pertinent. Et merci de fermer vos micros. Voilà. Très bien. Alors. Je colle ma page. Les parties, comment les expliquer? L'histoire de la mission Apollo 13, vous connaissez déjà, hein, dans la course vers l'espace aux États-Unis, est devenu un film avec Tom Hanks. Son personnage de Tom Hanks prononce cette phrase rendue célèbre.
Houston, on a un problème. Et nous aussi, en tant que PNListe, on a un problème. Comment expliquer les parties? Comment faire considérer la notion que la diversité, l'éclatement, la division, voire la dissension servent de point de départ à l'union, l'unité, l'unicité tant recherchée. Pour ma part, je trouve plus simple de considérer les parties comme, on fera deux comme si, hein, comme des subpersonnalités. Chacune a sa date de naissance, a vu le jour dans des circonstances particulières, possède une logique qui lui est propre, fait preuve d'un fonctionnement spécifique, a ses raisons d'être et motivations, ou, pour utiliser les termes de la PNL, toutes les parties ont des métaprogrammes, critères, croyances et intentions positives. Pour cette raison, il faut traiter une partie avec autant de respect et de sollicitude qu'on réserve à n'importe quel autre être vivant, comme n'importe quelle personne qu'on a l'occasion de côtoyer. En tant qu'intervenant, on les invite, on en prend soin, on les confronte, on les conforte, on les accompagne, on les remercie d'être venus, d'avoir participé, etc. Voilà en raccourci mon cadre de référence en ce qui concerne les parties. Maintenant, comment expliquer les parties? Tout dépend du contexte et de l'interlocuteur, bien entendu. Les apprentis PNListes, des psys habitués à travailler avec des phénomènes dissociatifs, des clients en thérapie, coaching ou toute autre application de la PNL, tous sont concernés par les parties, peuvent bénéficier d'un travail avec et sont susceptibles d'appréhender différemment nos propositions. Alors, allons au plus simple. Quel que soit le contexte, rappelons-nous que les êtres humains que nous sommes bénéficions de la conscience réflexive, ce qui nous offre la possibilité de nous regarder faire, en adoptant en quelque sorte un autre point de vue pour expliquer et évaluer notre propre fonctionnement. Et qui nous regarde? Qui regarde celui qui agit? Ben, une partie de nous, bien sûr. Je peux vous dire en tant qu'hypnotiste, dans certains cadres d'hypnose, on parle de l'observateur caché. Nous parlons de partie, je dirais qu'il y a une partie de nous qui nous regarde faire, qui nous observe faire. Nous sommes aussi capables d'ambivalence, ce qui est une très bonne chose, non? Oui, sans doute, mais pas toujours, n'est-ce pas? Oui, mais. Oui, j'adhère, mais pas tout à fait. Pas maintenant, pas comme ça, etc. En fait, nous pouvons aimer et détester la même chose en fonction du contexte, de notre humeur et de que sais-je encore. Naturellement, nous pouvons aussi aimer et détester la même chose en même temps. Qui plus est, notre langage nous rappelle, au travers des expressions courantes telles que la main gauche a ce que fait la main droite, que nous n'avons jamais entièrement conscience ni de nos automatismes, ni de nos motivations. À ces moments, tout se passe comme si il y avait une partie de nous qui agissait en quelque sorte à notre place, pour notre bien, même si nous n'avons pas forcément le sentiment que c'est le cas. Car elle pourrait bien bénéficier d'une mise à niveau, une rénovation, un upgrade. Alors, parlons-en ensemble avec elle, vous voulez bien? Le modèle des parties, les techniques de base. Donc là, on va entrer dans quelque chose de plus technique. Voilà. Et pour cela,
Pas encore. Puis c'est est-ce que j'ai encore un partage d'écran? Non. Alors, ça va. Alors, le modèle des parties et ses techniques de base, c'est plus ou moins 2. Ce soir, nous nous intéressons aux techniques de base du modèle des parties, dont certaines ne sont plus guère enseignées. Ces techniques sont le recadrage en 6 points, la négociation entre parties, le VK squash, la création de parties, la fête des parties. Si le recadrage en 6 points, la négociation entre parties et le VK squash font partie des techniques enseignées dans un praticien PNL, l'idée de créer une partie ne vient tout simplement plus à l'esprit de bon nombre de PNListes. Et une fête des parties qui, à ce dont je me souviens, n'a jamais figuré parmi les protocoles obligatoires, relève soit d'une négociation à plusieurs partenaires ou bien d'une sorte de pot d'amitié qui ne ressemble plus beaucoup, voire pas du tout, à sa forme initiale mise au point par Virginia Satir. C'est pour cette raison que je mettrai surtout l'accent sur les 3 techniques les plus enseignées: le recadrage en 6 points, la négociation entre parties et le VK squash. Le recadrage, le concept et la conceptualisation. Moi, je suis systémicienne. Je m'intéresse à la systémique. J'ai appris la systémique. J'ai un bon bagage, j'ai un grand background là-dedans. Donc, du coup, pour moi, la notion de recadrage, c'est facile. Hein? Et j'avoue que ce n'est pas toujours le cas de bon nombre de PNListes hein, qui ont une connaissance extrêmement restreinte, voire absente de la systémique. Alors, il est nécessaire, il est intéressant, voire nécessaire, de rappeler ce que c'est le recadrage en systémique, ainsi que les recadrages dont on se sert en PNL. Hein. Ces derniers sont au nombre de 3. Le recadrage de sens, appelé parfois en anglais, en français, je n'ai pas trop trouvé ça, mais appelé parfois recadrage de contenu. Recadrage de sens, donc recadrage de contexte et recadrage de processus. Alors, le recadrage dans le DICO-PNL, donc paru en 2006, que nous avons coécrit avec Bernard Evin et moi, nous avons donc défini ces différentes phénomènes. Le recadrage est un processus consistant en la reconsidération d'une situation selon un point de vue différent de celui qui avait été adopté initialement. Cette notion de recadrage, c'est vraiment le recadrage en systémique. Hein. Et cette notion de recadrage nous renvoie sur une très jolie métaphore, effectivement. Vous prenez un cadre que vous aurez utilisé ou que vous pourrez utiliser pour encadrer une photo ou une image et vous présentez ce cadre de telle manière à ce que vous percevez certaines informations à l'intérieur du cadre. Vous tournez légèrement le cadre et ça change tout. Donc, c'est ça, cette notion-là, hein, selon un point de vue, très littéralement, un point de vue différent de celui qui avait été initialement adopté pour faire sens de l'observer. Hein. Naturellement, c'est ça, le recadrage en systémique. Hein. Le recadrage de sens consiste à, je cite, proposer une nouvelle signification à un comportement ou une situation. On va attribuer une nouvelle signification, attribuer un nouveau sens, faire sens différemment. Mais comme c'est ce que ça veut dire, on va faire sens d'un autre point de vue, on va attribuer une signification nouvelle à ce qu'on a vécu ou ce qu'on a observé ou ce qu'on nous a raconté, peu importe. Le recadrage de contexte invite à reconsidérer un comportement estimé actuellement problématique dans le contexte où il apparaît, en le plaçant dans un contexte approprié. Approprié signifie ici là où le comportement est adéquat, ajusté, adapté à la situation, selon les normes de la société dans laquelle vit le sujet. Tiens, on remarque la vérification écologique.
Alors, le recadrage de processus permet de mettre au jour de nouveaux moyens comportementaux afin de réaliser un but existant pour lequel ceux utilisés actuellement sont devenus problématiques. Donc, le recadrage de processus, effectivement, on prête attention au but visé. On remarque que les moyens utilisés ne sont ni élégants, ni efficients, ni efficaces, ni plein de choses. Et à ce moment-là, on cherche et on trouve d'autres manières de faire. Alors, dans Frogs into Princes, traduit sur le titre, donc Secret de la communication, Grinder et Bandler disent avoir développé le recadrage en observant Virginia Satir travailler dans le contexte de la thérapie familiale et soulignent que le recadrage est basé sur le même principe que le brainstorming, dans la mesure où les processus utilisés pour générer des idées nouvelles, novatrices, et bien séparer des résultats visés, c'est-à-dire à quoi sont censées servir ces idées. C'est vraiment deux étapes différentes et c'est très important. Ces propos relèvent de toute démarche de créativité. On s'invite d'abord à générer des options dans un cadre précis, sans contrainte de faisabilité. Ensuite, les options générées sont confrontées aux limites de ce à quoi elles sont censées servir. Faire ressortir celles qui satisfont à la fois le besoin d'innovation, le changement et le besoin de sécurité, la maintenance du système. On retrouve de nouveau la notion d'écologie. Alors, bien que ce soit le terme générique recadrage utilisé dans les secrets de la communication, il s'agit bien du recadrage en 6 points. Un recadrage de processus qui vise à changer les moyens mis en œuvre, considérés actuellement inadéquats, non écologiques, obsolètes, etc., pour obtenir le même résultat, le but visé, de façon moins coûteuse, plus facile, plus efficiente, voire plus élégante. Le recadrage en 6 points. J'adore le recadrage en 6 points. Il m'arrive de dire que si je devais choisir une seule technique PNL pour amener avec moi sur une île déserte, je prendrais le recadrage en 6 points. Franchement, ce n'est pas seulement parce qu'on n'oublie jamais son premier amour. C'est lorsque son application, lorsque celle-ci est devenue automatique. Vraiment, vous pouvez faire ce machin dans votre sommeil, quoi. Je crois que lorsqu'on son application est devenue automatique, on peut tout faire avec. Et ceci, c'est parce qu'une partie est capable de tout. Les parties peuvent absolument tout faire. Une partie peut penser, ressentir, agir pour le meilleur et pour le pire. Hein? Elle est capable de faire absolument tout. Hein? Penser, ressentir, agir, tout ce qui se trouve au centre de l'expérience subjective, hein, qui est effectivement la base de la PNL. Donc, en plus de son intérêt technique, hein, le recadrage en 6 points illustre merveilleusement les présuppositions, la philosophie, hein, au cœur de la PNL. Entre autres, nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Nous pouvons enrichir et élargir notre modèle du monde, ce qui est le but de toute intervention. Pour moi, cette phrase-là est le présupposé le plus important. Nous pouvons enrichir et élargir notre modèle du monde, ce qui est le but de toute intervention. Notre comportement est cohérent, orienté vers un but et basé sur une intention positive. Nous faisons le meilleur choix permissieux dans le temps conscient et compte tenu des informations dont nous disposons.
Plus nous avons de choix, mieux c'est. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Donc voilà, il y en a d'autres, mais moi, je à vous citer tout simplement. C'est celle-là. Marie-Christine, il faut couper les micros. En fait. Le micro de Anne. Ouais, il faut couper le micro de Anne. Et c'est Marie-Christine qui peut le faire ou Jane, c'est des coordonnées. Voilà, OK. Merci de fermer vos micros. Bien sûr, vous n'entendez plus rien. C'est pas surprenant, à vrai dire. Moi non plus, je ne m'entendais pas en français non plus. Voilà. Alors, donc, voici la version originale hein, de recadrage en 6 points, de recadrage, en fait, de Frogs and the Princes. C'est la version qui m'a séduite hein, et qui m'a fait m'intéresser. Et donc, partagez l'écran pour que vous puissiez y avoir accès. Alors, hop, recadrage, partager, impeccable. OK, ouf. Alors, merci de fermer vos micros. Voilà, il y a M. Larsen qui est venu de façon non invitée, hein, s'insérer dans notre... Alors, les mots entre crochets ont été ajoutés. Hein. Franchement, ce n'était pas d'une clarté absolue, donc j'ai ajouté quelques petits points de repère. Alors, recadrage. Voilà ce que Bandler nous propose. Hein. Identifier X, le pattern a changé. Établir la communication avec la partie responsable du pattern. Est-ce que la partie de moi qui génère le pattern a changé? X veut bien communiquer avec moi consciemment. Établissez les signaux, oui, non. Faire la distinction entre le pattern de comportement X et l'intention de la partie responsable du comportement. Vous devez bien me faire savoir consciemment ce que vous, partie, essayez de faire pour moi grâce au pattern X. Si vous, sujet, obtenez une réponse oui, demandez à la partie de communiquer son intention. Cette intention est-elle acceptable à la conscience? Ah, ça, bon. Créer de nouveaux comportements alternatifs pour satisfaire l'intention. Au niveau inconscient, la partie responsable communique son intention à la partie créative et choisit parmi les alternatives générées par la partie créative. Chaque fois que la partie créative choisit une alternative, elle donne le signal oui. Demandez à la partie, êtes-vous d'accord pour prendre la responsabilité de générer 3 nouvelles alternatives dans le contexte approprié? Vérification écologique. Y a-t-il une autre partie de moi qui a une objection quelconque par rapport aux 3 nouvelles alternatives? Si la réponse est oui, repassez à l'étape 2 ci-dessus. Bon, OK. On remarque que cette technique a subi quelques changements au fil des années. Par exemple, à l'étape 3C, vérifier si cette intention est acceptable à la conscience a disparu. Et tant mieux, puisque ce n'est pas la conscience qui décide, en fait, de l'issue de l'intervention. Ce qui est illustré majestueusement par la proposition de Grinder et Bandler que la thérapie peut rester secrète. Personne, y compris l'esprit conscient du sujet, et le sujet tout entier, le sujet lui-même, n'a besoin de savoir pourquoi tel ou tel comportement a été choisi initialement. Car, comme le disait Erikson, on peut changer sans savoir. Le recadrage en 6 points a parfois été vendu, véhiculé, considéré comme une thérapie secrète.
C'est sous cet angle que je l'ai retrouvé en tant que recadrage universel. Il y a longtemps, on pourrait peut-être en parler une autre fois. C'est vrai, pour moi, c'est important, cette notion de thérapie secrète. Si dans vos praticiens, vous n'avez jamais pratiqué une thérapie secrète, ça vaut le coup de le faire. Car vous n'avez pas besoin de savoir, et le sujet n'a pas besoin de savoir non plus. Hein. Et c'est tout à fait intéressant, c'est extrêmement exigeant et enrichissant comme apprentissage. Hein. Donc, la version initiale du recadrage a subi quelques révisions au fil des années. Et en 1985, il parut de nouveau dans un ouvrage de Leslie Cameron Bandler, toujours pas traduit. Et Leslie Cameron Bandler apparaît sur la couverture de cet ouvrage comme cofondatrice de la PNL. Pardon, je vais récupérer un papier. Le nom de l'ouvrage, c'est Solutions Enhancing Love, Sex and Relationships, des solutions, améliorer l'amour, le sexe et les... Tenu soit dit, c'est tout un programme. Hein. Alors, quelque peu épuré, pardon, c'est la version du recadrage en 6 points que je vais vous montrer maintenant, qui est dans son livre à elle. Et d'après moi, c'est la version qu'on enseigne sans doute le plus aujourd'hui. Alors, hop, on recommence avec le partage d'écran. Hop. Et là, vous voyez le recadrage en 6 points selon Leslie. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus direct, on va dire. Et effectivement, nous avons largement l'occasion, lorsque nous l'enseignons, de faire des versions longues, puisque ce qui va nous manquer là, c'est justement, oui, mais c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que je dis? Donc, identifier un comportement indésirable. La notion de pattern a disparu. Hein. Contacter la partie qui génère le comportement identifié. Séparer l'intention du comportement. Trouver 3 façons de satisfaire l'intention. Faire en sorte que la partie identifiée à l'origine accepte les nouveaux choix et la responsabilité de les générer en cas de besoin. Le cas de besoin, moi, me chagrinait un peu, donc au moment adéquat. Hein. Vérifier l'écologie, donc effectuer une vérification de l'écologie. Ça, c'est Leslie. Moi, j'ai beaucoup bossé avec Leslie également, et c'est quelqu'un d'absolument incroyable. Alors, tout l'art et le savoir-faire du programmeur sera mis à la disposition du sujet accompagné pour faire que ces instructions succinctes deviennent une expérience transformationnelle. Pour cela, parlons des indications de cette technique, son application et des difficultés éventuelles et éventuellement rencontrées. Allez, hop, voilà. Donc, je reviens vers vous. Alors, je traiterai chaque point des 6 points séparément en sachant que je n'ai pas l'intention ni la prétention de tout vous en dire. Hein. Je vous dis ce que moi j'ai expérimenté et j'en oublie parce que j'avoue que j'ai beaucoup utilisé cette technique, ce modèle en fait, des parties dans mes différentes professions. Et en tant que psychothérapeute, c'est un modèle absolument merveilleux. Nous avons souvent des surprises. Parce qu'il y a des parties qui aident la personne. Mais vraiment, là, c'est tout à fait intéressant et possiblement problématique. Et donc, du coup, ça demande un certain dégagement, on va dire. Mais ça, ce n'est pas un problème qui relève de l'application. C'est un souci qui relève de la relation de soi par rapport à soi-même, soit par rapport à ses propres croyances, en fait. Alors, donc, on y va. Identifier un comportement indésirable.
Le recadrage en 6 points vise un changement de comportement. J'ai insisté lourdement. Alors, dans le modèle de l'expérience subjective, le cœur même de la PNL, un comportement est visible, audible, observable. Le recadrage en 6 points se propose comme technique de choix lorsque le sujet déclare à propos d'un de ses comportements, nommé X. Je veux X et j'arrive pas. Ou bien, je veux cesser de X et j'arrive pas. C'est simple. Je veux accéder, agir X et j'arrive pas. Tout se passe comme si quelque chose m'empêchait, en fait. Ou je n'arrive pas à arrêter de faire X. Je n'arrive pas à cesser X. Je n'arrive pas de suspendre X. Je n'arrive pas de, etc., faire autrement que X. Et j'arrive pas. Formidable. Tout se passe comme s'il y avait une partie de vous qui. Autrement dit, je ne peux pas, ou bien je ne peux pas ne pas. Quoi que je fasse, dans le contexte qui me pose problème, je n'obtiens pas le but visé. Alors, le comportement indésirable est ce que fait le sujet. Et en ce sens, ce qu'il fait peut bien être entendu au travers de ce qu'il n'arrive pas à faire, à commencer, à terminer ou à cesser de faire. Et pourquoi agit-il ainsi? Non, mais sérieusement, hein, c'est une vraie bonne question, quoi. Pourquoi agit-il ainsi? Mystère. Mystère. Et personne n'a besoin de le savoir. Ni le sujet, ni le programmeur. Peut-être découvrira-t-on les raisons ou pas lorsqu'on s'en tiendra avec la partie concernée. Vous connaissez la notion de bénéfice secondaire. L'intention positive en est un exemple. La partie créative, la partie cherche à respecter son intention positive, à maintenir les avantages acquis par son comportement habituel. Et ça ne marche plus. Si ça marchait, on ne demanderait pas d'aide. Ça ne marche plus. D'où l'intérêt de changer les moyens pour arriver au même but. Le recadrage en 6 points fait partie des techniques dites génératives. Les considérations écologiques sont mises en relief au fur et à mesure du déroulé de la technique et non au cours de la recherche d'un objectif bien formulé, ce qui permet de valider un changement remède. On va en parler de type de changement une autre fois, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Donc, contacter la partie, deuxième point. Contacter la partie qui génère le comportement identifié. Voilà, enfin, on découvre le présumé coupable, la partie qui génère le comportement identifié comme problématique. Alors, tout se passe comme si il y avait une partie du sujet qui œuvrait à sa place, en quelque sorte, en pensant bien faire, bien entendu, car elle, la partie, ne cherche qu'à le satisfaire, lui, le sujet, au travers de la réalisation de son intention positive, sa raison d'être à elle, partie, qui est au service de l'ensemble de lui, le sujet, le système, sujet. Voilà une belle dissociation qu'il importe de respecter. Il faut impérativement faire la distinction entre le sujet et la partie. Voilà une belle dissociation qu'il importe de respecter et de maintenir le temps nécessaire pour réaliser le travail. Lorsqu'on invite le sujet à contacter la partie, il s'agit de la partie qui fait X, qui va se nommer et décliner son identité. Ça fait partie de ce qu'on invite, en fait. Le nom peut changer au fil du travail, surtout si la partie se donne un nom dénigrant, désobligeant au départ. Ça arrive. Hein? Toutefois, c'est elle qui nous guide dans notre intervention. Si elle change de nom, elle change de nom. Hein. C'est pas parce que nous, on est malheureux comme des pierres, parce que la partie s'appelle, je sais pas quoi, que nous, on estime vraiment fort dommage qu'elle se nomme comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça.
Et donc, du coup, ce n'est pas à nous de recadrer. Vous faites ça, vous n'avez pas respecté la partie. Extrêmement important. Alors, on peut saisir aussi l'opportunité en faisant connaissance avec la partie de faire remarquer ce qu'elle fait, ce qu'elle peut avec les moyens dont elle dispose et que ces moyens datent. D'où l'intérêt d'avoir une idée dans le cadre de référence qui est le nôtre. Les parties naissent. Les parties ont une date de naissance et les parties ont des raisons pour lesquelles elles sont là, quoi. Donc, du coup, la partie date, ça remonte. Puisque la partie a adopté un certain comportement, à un moment donné, elle pourra bénéficier d'une remise à jour pour augmenter et améliorer ses possibilités d'action. Ça, c'est déjà un recadrage essentiel. Vous faites ce que vous pouvez avec les moyens du bord. C'est intéressant que vous puissiez en avoir d'autres. Parce qu'on peut comprendre que lorsque vous êtes né, vous n'aviez pas toutes les options comme vous pouvez disposer aujourd'hui. Seulement pour l'instant, vous n'en disposez pas parce que vous n'êtes pas connecté d'une manière aussi puissante et aussi comment dire, riche que possible avec d'autres possibilités dont dispose le sujet. Alors, nous, programmeurs, on invite le sujet à prendre contact avec la partie en prêtant attention à tout signal VAKOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, reçu, servant de vérification de sa présence, la présence de la partie. Ce premier signal sera adopté comme signal oui, si la partie veut bien, et un signal non demandé. Ou bien, on demandera à la partie d'intensifier le signal pour oui et diminuer le signal pour non, pour établir et différencier les deux signaux. Et il est préférable d'obtenir deux manifestations ou réponses pour chacun des signaux. Une dont le sujet a conscience et une qu'il ignore, ce qui permet de vérifier que c'est bien la partie qui s'exprime et non le sujet. Nous demandons si la partie veut bien communiquer avec nous consciemment. Et c'est bien si, c'est pas que, c'est si et consciemment. Ce qui est d'emblée paradoxal, puisqu'on cherche un signal non conscient, que le sujet ne peut pas, a priori, produire volontairement. C'est comme ça. En fait, c'est un double contrôle. On observe un signal involontaire et on accepte et valide que le sujet nous indique verbalement la réponse de la partie dont il devient la porte-parole. Et si la partie ne veut pas communiquer avec nous consciemment, comme cela tient, non? C'est pas un souci, ça. Et si on n'observe pas le signal involontaire, bof! Les Andreas Coniré avaient vraiment un mot qu'elle aimait beaucoup, elle dit, on va halluciner. Hein? Nous, on va faire comme si. OK, pas grave. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Pas grand-chose, aucune importance. Dans mon expérience personnelle, consciemment est typiquement compris comme verbalement. Donc, du coup, on soit bien. Donc, lorsque consciemment est typiquement compris comme verbalement, alors que ce n'est pas le cas, le sujet, la partie peut répondre « Non, je ne veux pas communiquer avec vous consciemment. » À cela tient. On n'a pas besoin de discours, nous. La partie créative, on aura besoin de comprendre, mais pas nous. Alors, et s'il manque de signal volontaire, il se peut qu'on l'ait tout simplement pas perçu, ou pas encore. Soignons le rapport, calibrons finement et laissez la partie communiquer autrement, à sa façon, non verbalement, symboliquement, somatiquement, absolument n'importe quelle façon, en lui faisant confiance et en laissant le sujet porter son message de la façon que la partie aura choisi. C'est ça la thérapie secrète. Alors, rappelons-nous, les parties sont susceptibles. Alors, on veut dire, les parties sont susceptibles. Elles apprécient d'être appréciées. Alors, on propose que le sujet remercie la partie d'être là et
en somme, de faire de son mieux pour lui. Parfois, le sujet rechigne, peste, doute, refuse cette option. Soignons le rapport. Prenons soin de la relation, expliquons que ce n'est pas nécessaire que le sujet aime le comportement actuellement incité par la partie ou qu'il adhère au projet de la partie. Il est juste simplement de reconnaître que la partie est là. C'est juste nécessaire. Hein? Il est là que la partie est présente et qu'elle tente, combien maladroitement, de rendre service au sujet. Et à ce titre, elle mérite d'être remarquée et contenue. Et reconnue, pas contenue, elle est déjà présente, elle est contenue, mais elle mérite d'être reconnue et remarquée, validée et appréciée. Et si le sujet n'arrive pas à contacter une partie, ouf, soignons le rapport, quoi de neuf. Et je dis ça parce que c'est vraiment extrêmement important, parce que ça renvoie sur quelle est la relation que nous avons avec le sujet. Parce que là, nous avons créé un cadre de coopération a priori, mais il y a peut-être quelque chose qui coince entre nous deux. Donc, soignons le rapport. Hein. Considérons qu'il s'agit d'une objection à traiter. Il se peut que le sujet ait du mal à appréhender les signaux internes, tout à fait possible, renvoyant à la présence de la partie. Dans ce cas, on peut toujours proposer à la partie de se matérialiser. On veut faciliter, on peut tout faire. Il n'y a absolument aucune règle là. Hein. On veut avoir la partie, on veut la partie, c'est tout. Hein. Donc, du coup, dans ce cas, on peut toujours proposer à la partie de se matérialiser, de trouver un endroit dans la pièce où elle sera présente, ou inviter le guide intérieur ou n'importe quelle autre construction de l'esprit de servir d'intermédiaire pour recevoir et transmettre la parole de la partie. Notre créativité est sollicitée et tant mieux. Plus on a de choix, mieux c'est. Numéro 3. Séparer l'intention du comportement. Prenons soin de la dissociation. Sinon, vous aurez du mal. Hein? Prenons soin de la dissociation. La partie du sujet n'est pas tout le sujet. Le comportement n'a pas été créé pour correspondre à l'image de l'intention. Il n'en est pas son prolongement logique. Vous pouvez avoir des trucs qui vous surprennent. Hein? Le comportement représente le moyen dont se sert actuellement la partie pour réaliser sa finalité. Et vous pouvez trouver que c'est aux antipodes et vous avez raison. Hein? Du coup, on demande à la partie son intention positive, pas au sujet. Ne demandez jamais l'avis du sujet, jamais, jamais. Le sujet, il est porte-parole, il est simplement le contenant, il est tout simplement le porteur de la partie, mais son avis ne nous intéresse pas. Hein. Donc, du coup, on demande à la partie son intention positive à lui, ne demandez pas à la personne. Il arrive que le sujet réponde. Souvent même, à notre invitation avec une remarque, un avis, une opinion à propos de l'intention et parfois aussi à propos de la partie. Hein. Attention, nous ne pouvons pas nous contenter d'accepter une réponse du sujet. Elle ne nous apprend rien. On ne peut rien en faire. Hein. La partie doit se prononcer. C'est avec elle que nous avons affaire en tant que programmeur. On doit maintenir le rapport et garantir la qualité de la relation avec le sujet et avec la partie. Ce n'est pas toujours une mince affaire, avec la partie avec qui nous avons contact, nous sommes en contact. Le sujet se tient à l'écart. Il ne doit ni juger, il ne doit juger ni la partie, ni l'intention de celle-ci. Ce n'est pas lui le chef et il ne doit pas intervenir pour impacter le processus. Il faut être extrêmement ferme avec ça. Lorsque la partie a décliné son intention positive, ce qu'elle souhaite faire pour le sujet, on poursuit. Toutefois, il arrive qu'on fasse un recadrage de sens. Il arrive qu'on fasse un recadrage de sens, un découpage vers le haut pour élargir le cadre ou la mise au jour d'un méta-objectif lorsque la partie décline son intention, car il se peut que sa réponse soit négative. Imaginons que la partie réponde « Je ne veux pas qu'il se ridiculise ».
une bonne intention positive, sauf qu'il y a tellement d'autres possibilités que se ridiculiser. Alors, de quoi ne pas se ridiculiser est-il un exemple? Voilà ce qu'on peut demander. Ou bien, et lorsqu'il ne se ridiculise pas, qu'est-ce que ça lui donne qui est encore plus important? Ou encore, bien sûr, wow, ok. Quand tu veux, très cher parti, qui ne se ridiculise pas, tu veux qu'il agisse d'une manière adaptée à la situation ou encore autre chose? Parfois, il est nécessaire de recadrer ou formuler, etc., à plusieurs reprises, dans la mesure où ni le sujet, ni l'inconscient, ni la partie ne peuvent se représenter l'absence ou la négation. Trouvez 3 façons pour satisfaire l'intention. Ici, une nouvelle partie entre en scène, la partie créative. Parfois, on aura à aider le sujet à accepter l'idée d'une partie créative, une facette de soi qui n'existe que pour cette raison. Créer, générer de nouvelles options. Brainstormer sans avoir à juger de la faisabilité des options trouvées, ni à les mettre en œuvre. Quelle chance elle a, cette partie, de pouvoir créer de nouvelles options en toute impunité, juste pour le fun, sans avoir à rendre compte à qui que ce soit, voilà, sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. On demande alors au sujet de contacter la partie créative dont on reçoit un signal. Puis on l'invite à générer au moins 3 nouvelles options qui respectent l'intention positive de la partie initiale. Ces 3 nouvelles options doivent être au moins aussi faciles, aussi rapides et aussi efficaces que celles dont se sert déjà la partie responsable X. Ces critères, merci de fermer vos micros, voilà. Donc, ces critères, que les moyens proposés soient au moins faciles à mettre que ceux utilisés actuellement, sont essentiels puisqu'ils sont motivants a priori et indiquent les limites du cadre. La partie créative crée des options et la partie responsable choisira lesquelles mettre en œuvre à la prochaine étape. Il n'est pas nécessaire que les nouvelles options soient conscientisées. Il faut juste qu'il y en ait. Alors, faire en sorte que la partie identifiée à l'origine accepte les nouveaux choix et la responsabilité de les générer en cas de besoin, c'est-à-dire au moment adéquat. Comme dans l'étape précédente, il est possible d'inviter la partie initiale, celle qui générait X, de produire son signal oui, dès qu'une option lui conviendra. Comme on peut demander à la partie qui générait X de partager verbalement les options trouvées, tout est possible. Il faut juste s'assurer que la partie en prenne 3 pour avoir le choix et qu'elle accepte de les mettre à l'essai pendant un minimum de 6 semaines, en sachant que si ces nouvelles options continuent à lui convenir, elle pourra les adopter définitivement. Et si jamais il y a quoi que ce soit à réajuster, la partie peut produire de nouveau X, le comportement initial, de façon à indiquer qu'une révision, un nouveau travail sera à réaliser. Voilà un beau recadrage de sens bien élégant. Le comportement ancien revient, ce n'est pas du tout une rechute, c'est un signal. Et quel signal alors? C'est l'indicateur de l'acceptation de la partie de coopérer. Et si la partie initiale ne veut pas accepter la responsabilité de prendre en charge les nouvelles options comportementales ou ne veut en accepter que 2, tout arrive, quoique rarement. Toute objection se traite par un recadrage. Quelle est l'intention positive de la partie qui se présente? Essaie-t-elle de se satisfaire? Essaie-t-elle de satisfaire? Intention positive, est-ce qu'elle essaie de satisfaire au travers de cette objection? On recycle la technique à partir du point 3, naturellement, dans la mesure où on sait déjà quelle partie est concernée. C'est celle qui génère X. La partie n'accepte que 2 options, car cela elle pourra toujours changer d'avis et en tenter d'autres parmi celles proposées.
puisqu'il est possible que la partie créative continue à en générer. C'est sa raison d'être, après tout, qu'elle est en train de défendre, alors on n'est pas pressé. Tout est possible dans le cadre de coopération. Cette technique invite la partie initiale à mettre les options à l'essai. Rien n'est figé et le comportement du départ, anciennement problématique, se transforme en allié précieux, servant d'avertissement, de signal, de warning dans l'avenir si une révision s'impose, même au-delà de la période d'essai de 6 semaines. Il ne s'agit pas d'une chute, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Alors, effectuer une vérification de l'écologie. On a vérifié comment les changements proposés impactent l'écologie de la partie concernée qui génère X. Maintenant, vérifions l'écologie de tout le système sujet. L'écologie de la partie responsable de X a été respectée et on sait qu'elle participe à un système beaucoup plus vaste, la personne tout entière. Attention, on veut vraiment savoir si une partie quelconque a la moindre objection. Sans hésitation. On a moins d'objections à ce que ces nouvelles options soient utilisées et il importe de le dire clairement et sans hésitation. Traiter toute objection pendant que le sujet est là avec nous est essentiel. Alors qu'on demande à tout le monde, à la cantonade, à la totalité, à toutes les parties de la personne, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a la moindre objection à ce que la partie responsable prenne en charge, mette en place les nouvelles options, à ce qu'elle agisse des nouveaux comportements. Et si oui, une objection surgit, on reprend le travail en recyclant la technique à partir du point 2, afin de mettre au jour la partie concernée, celle qui a une objection, à un ou plusieurs des nouveaux moyens proposés. On met au jour l'intention positive qui sous-tend cette objection et pour que la partie qui vient de s'exprimer puisse accepter que la partie X expérimente les nouveaux comportements proposés par la partie créative, toujours pendant le laps de temps de 6 semaines. C'est le temps de s'habituer et de tester. Peut-être avez-vous remarqué qu'il n'y a pas de pont vers le futur. En fait, cette fonction est remplie par la proposition faite à la partie de mettre les options à l'essai pendant 6 semaines et les adopter si celles-ci continuent à lui convenir. Dans ce cas-là, effectivement, il peut être adopté définitivement. On fait confiance au système sujet. Nous, programmeurs, avons pris un engagement avec la partie et avec le système sujet tout entier. Il faut le respecter, il faut respecter notre engagement. C'est donnant-donnant. La partie accepte d'essayer les nouvelles options pendant un minimum de 6 semaines avant de les adopter définitivement. Elle accepte de se servir du comportement ancien comme signal et s'il y a quoi que ce soit à réajuster. Ça suffit. Proposer un pont vers le futur va à l'encontre de l'engagement que nous avons pris. Tous ensemble, car nous avons trouvé un accord avec la partie. Elle s'engage à nous signaler s'il y a quoi que ce soit, alors lui demander à imaginer le résultat de notre travail pendant ou après les 6 semaines montre qu'on ne lui fait pas confiance et qu'on ne respecte pas notre parole. Si on proposait un pont vers le futur à l'intérieur de la période de 6 semaines, on ne testerait pas l'efficacité de la technique puisque ce laps de temps sert au système sujet à vérifier que le changement effectué est adéquat. Et si on proposait un pont vers le futur au-delà de 6 semaines, on ne permettrait pas au système sujet de se renseigner, de s'informer, de nous informer du statut du changement réalisé, alors que c'est le contrat de service après-vente qu'on avait pris. Le recadrage en 6 points n'a jamais eu plus de 6 points et c'est bien comme ça. Alors, j'adore le recadrage en 6 points. Je regarde l'heure et je me dis, parlons de la suite. Et je tâcherai d'être plus court. Voilà. Alors, négociation entre parties. La technique, donc la négociation entre parties, prend son origine dans la recherche à résoudre les incongruences perçues chez un individu. Dans The Structure of Magic Volume 2, donc la structure de la magie numéro 2, paru en 1976,
Grinder et Bandler proposent une stratégie en trois phases pour travailler avec les incongruences d'un sujet. Celle-ci reste toujours d'actualité. Il s'agit d'identifier les incongruences du client, trier les incongruences du client, intégrer les incongruences du client. Enrichi par la recherche de l'intention positive des parties engagées dans un conflit intrapsychique, ces trois phases se retrouvent dans plusieurs techniques, dont la négociation entre parties, le VK squash, l'intégration de systèmes de croyances conflictuelles, etc. Par exemple, les principes d'une négociation gagnant-gagnant sous-tendent cette technique. Les deux protagonistes gagnent à coopérer car ils perçoivent que les intérêts qu'ils défendent seront ainsi respectés et mieux servis. La visée de cette technique est naturellement de restaurer la congruence chez le sujet pour que ses actions, pensées, émotions se complètent, se renvoient, soient en phase, se trouvent en harmonie, alignés, etc. Autrement dit, pour qu'il soit en accord avec lui-même et en mesure d'agir d'une manière qui reflète cet accord. Alors, voilà la version habituelle de cette chose-là. Voilà. Hop. Oups. OK. Identifier, voilà, les deux comportements antagonistes. Identifier les parties responsables des comportements. Vérifier qu'elles se dérangent mutuellement. Si seulement une des parties dérange l'autre, effectuer un recadrage en 6 points. Identifier l'intention positive de chacune des parties. Négocier. Établir le cadre jusqu'à ce que les parties découvrent qu'elles ont une similitude de but et une différence de moyens. Négocier, bien sûr, ça veut dire ça. Établir le contrat d'intervention entre les deux parties. Faire décider si les parties s'exprimeront de façon simultanée ou séquentielle, c'est-à-dire en même temps l'une après l'autre. Vérifier l'écologie, c'est-à-dire on va vérifier, bien entendu, avec toutes les parties de la personne, que toutes les parties acceptent les résultats des négociations. Là, on fait un pont vers l'avenir, un pont vers le futur. Vérifier dans un espace à venir comment les parties poursuivent leur coopération. Parce que là, c'est effectivement, ça présuppose que ça va se faire et on veut savoir comment ça s'organise. Alors, parlons des spécificités de cette technique. Hop, voilà. Alors, la négociation, numéro 1, bien sûr, identifier les deux comportements. La négociation entre parties permet de créer un cadre de coopération dans lequel les parties peuvent trouver un accord quant à leur fonctionnement, alors que leur comportement semble s'opposer. Cette technique est indiquée lorsque le sujet veut faire X et Y en même temps et n'arrive à rien, bien entendu. Il ne peut agir ni dans un sens ni dans l'autre. Et quoi qu'il fasse, ça reste insatisfaisant. Donc, du coup, lorsque le sujet veut faire X, il y a Y qui surgit. Lorsqu'il veut faire Y, il y a X qui surgit. Et il y a quelque chose qui bloque, coince, empêche. Et contrairement au recadrage en 6 points, où il y a une seule partie qui entrave l'autre, les deux parties se gênent mutuellement. Il faut qu'il y ait une gêne mutuelle, un dérangement partagé, on va dire. Est-ce que et dans la mesure où les deux parties se gênent mutuellement et se dérangent autant et empêchent le sujet de choisir une voie, rien n'est satisfaisant et rien ne puisse aboutir. Alors, vous avez reconnu une double contrainte, quoi que je fasse, ça ne va pas. C'est exactement ça, le sujet est coincé. Alors, une plainte typique, je vais au cinéma, je me culpabilise parce qu'il faut que je finisse un dossier. Je me mets au boulot pour terminer le dossier, je me sens coupable de ne pas prendre du temps pour moi, comme je l'avais décidé. Ou bien, quand je suis au travail, je pense à n'importe quoi, ma copine, la maison, les vacances, n'importe quoi, sauf pourquoi je suis là. Et quand je suis avec ma copine à la maison en vacances, je pense au travail. Alors, j'en profite pas.
Où que je sois, je n'y suis pas. Je n'arrive pas à faire ce que j'ai à faire, je ne suis pas efficace, je ne suis pas présent, etc. Alors, on va vérifier que les parties se dérangent mutuellement. Et identifier les parties peut se faire de la même manière que le recadrage en 6 points, bien entendu. Mais dans la mesure où je trouve qu'il est beaucoup plus fréquent quand il y a que les parties se présentent d'une manière plus évidente hein, qu'avec le recadrage en 6 points. Alors, de toute façon, il nous faut 2 points de repère. Hein. De préférence, 2 points de repère, l'inconscient et l'autre pas. Hein. Et ce n'est souvent pas nécessaire dans la mesure où le sujet est souvent plus en contact hein, avec ce qui lui pose problème et que les parties sont motivées pour en finir avec le différent. Et bien entendu, il est possible de localiser les parties dans l'espace, autour du sujet ou comme il est habituel de faire, comme d'autres techniques telles que la Vicky Squash, chaque partie sur une main, quoi. Toutefois, pour négocier, il faut que les 2 parties disposent d'une force équivalente et se dérangent l'une autant que l'autre. Sinon, qu'est-ce qu'elles ont à négocier? Pour disposer de quoi faire remarquer l'intérêt du donnant-donnant. Si le critère de gêne mutuel, de réciprocité supposée n'est pas rempli, un recadrage en 6 points s'impose et on change de technique, tout simplement. Alors, pour vérifier le dérangement mutuel, on demande tout simplement à la partie numéro 1 si la partie numéro 1 est dérangée par la partie numéro 2 et vice-versa. La partie numéro 2 est dérangée par la partie numéro 1. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de secret. Au contraire, on veut que les 2 parties puissent jouer carte sur table. Alors, l'intention positive, on fait comme d'habitude, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire pour le sujet au travers de votre manière de procéder? Et à l'inverse du recadrage en 6 points, mettre en exergue une première intention positive, quelle qu'elle soit, pour chacune des parties, ce suffit. Ce n'est pas nécessaire et c'est même contre-productif hein, de chercher un but du but, l'intention formulée positivement, de l'intention, de recadrer la proposition de la partie, etc., pour que l'intention soit formulée positivement. C'est contre-productif. Cela se fera naturellement à l'étape suivante où chacune des parties sera invitée à s'exprimer l'une après l'autre de façon symétrique. Et ça, c'est vraiment tout à fait important. Alors, négocier, établir le cadre jusqu'à ce que les parties découvrent une similitude de but et une différence de moyens. Il est possible de demander à laquelle des parties veut communiquer, sinon on commence par l'une ou par l'autre pour mettre en relief les buts qu'elles partagent, que les moyens dont elles se servent diffèrent. Pour cela, on fait un découpage vers le haut en demandant la visée de l'intention positive, en cherchant à quoi ce que recherche la partie, à quoi sert ce que recherche la partie et ce qu'elle fait en agissant de cette façon dont elle agit. On adresse nos questions à une partie à la fois en attribuant un temps de parole à chacune. C'est une négociation gagnant-gagnant. Tout ce que vous savez déjà à propos des négociations gagnant-gagnant, c'est bon à sortir dans ce cas-là, quoi. Et donc, du coup, en faisant en sorte que, nom du sujet, pense à la maison lorsqu'il est au travail, que désirez-vous, partie numéro 1, faire pour lui? Et en faisant en sorte que la même chose pour la deuxième partie. Petit à petit et assez rapidement, une similitude du but se dégage, permettant au programmeur de faire remarquer le rapprochement possible. On prendra appui sur cette similitude de finalité pour valider et renforcer l'intérêt de trouver un accord. Pour cela, on demande à chacune des parties d'évaluer l'intérêt de sa propre intention positive. Est-ce qu'elle considère que son intention, sa raison d'être, sa visée, sa finalité est suffisamment importante qu'elle accepterait de laisser l'autre partie poursuivre son intention, sa raison d'être, sa visée, sa finalité, sans la gêner, sans interférer dans son fonctionnement.
si l'autre partie acceptait de faire autant pour elle. Cette invitation à la réciprocité est essentielle à la réussite de la négociation. Et si la partie concerne, c'est la partie concernée qui décide de l'importance de son intention positive. Si le sujet est encore moins l'autre partie, c'est le sujet et encore moins l'autre partie n'ont ni le droit de juger l'intention ni de s'exprimer à ce propos. Ça peut vous surprendre, mais voilà une différence avec le VK Squash. Un piège et une erreur courante consiste à demander au sujet ou au pire à l'autre partie d'évaluer l'intérêt de l'intention positive de la partie adverse. C'est la partie concernée de juger la valeur de ce pourquoi elle fait ce qu'elle fait et de décider si le changement en vaut la peine. De nouveau, tout est possible. Il arrive qu'une partie déclare ne pas faire confiance à l'autre. Il arrive aussi qu'une partie ne fait pas confiance au sujet, quand bien même qu'elle, la partie, est de bonne foi. Il s'agit d'une objection et il faut la prendre comme telle. Un recadrage quelconque ou une nouvelle négociation permettra de réparer la situation et de porter. Toutefois, ce qui est utile de savoir pour réaliser toutefois, tout ce qui est utile de savoir pour un recadrage en 6 points reste pertinent pour l'application de cette technique. Alors, contrat d'intervention. Est-ce que les parties vont s'exprimer de façon simultanée ou séquentielle? Nous voilà renvoyés à l'origine des négociations entre parties, la recherche de la résolution des incongruences chez un individu. Qu'elle soit simultanée ou séquentielle. Simultanée. Exemple, indiquer non de la tête et oui de la bouche. Là, il y a un décalage, une incongruence dans la communication verbale et non verbale. Séquentielle, le oui mais en est un exemple de choix. L'incongruence séquentielle est souvent démontrée par le comportement du sujet qui accepte de réaliser une tâche thérapeutique pour la prochaine séance et qui oublie de la faire moitié, la transforme, en gros, qui ne respecte pas sa parole. Et donc là, il faut à cette étape de vérifier comment les parties vont s'exprimer différemment, chercher sans succès à agir en même temps. C'est aux parties de décider comment elles vont faire, pas à nous. On impose rien, on laisse émerger. Il ne faut pas choisir à leur place. Il arrive rarement qu'elles n'arrivent pas à décider. Et si ça arrive, la partie créative est toujours disponible pour nous donner un coup de main en tant qu'arbitre ou négociateur complémentaire. Parfois, une nouvelle tranche de négociation s'impose. Ça arrive aussi, car il s'agit non d'une hésitation, mais d'une objection qui relève a priori. Il arrive aussi que les parties ne souhaitent pas mettre les résultats négatifs. Merci de fermer votre micro. Voilà, personne qui vient d'arriver. Il arrive que les parties ne souhaitent pas mettre les résultats des négociations en œuvre immédiatement. Alors, c'est une section. Le timing se négocie aussi. Cela se discute, on échange, on écoute, sans nécessairement appliquer une quelconque technique de façon formelle. On favorise la relation, la confiance, la coopération pour encourager les parties à s'entendre et à prendre une décision commune. Puisqu'on sait par ailleurs d'une négociation gagnant-gagnant et des dons ici. 6. Vérifier l'écologie. Voilà. Est-ce que toutes les parties du système sujet sont d'accord avec le résultat? Comme dans le recadrage en 6 points, on veut savoir si tout le monde est en phase. Bien entendu, s'il y a quoi que ce soit, on écoute et si nécessaire, un recadrage en 6 points avec la partie à qui les résultats de la négociation, c'est ça qui pose problème, c'est les résultats de la négociation. Pose question, permettra a priori de gérer la situation. Il se peut que ce soit le résultat de la négociation ou la manière de mettre en place ce résultat qui pose problème à une quelconque partie pour explorer la question avec la partie concernée pour découvrir de quoi il s'agit. Et ce qui pose problème et travailler avec. Et là, on arrive à un point vers le futur. Dans cette technique, il y en a une. Et ce qu'on veut, c'est avoir une idée
de ce qui va possiblement se passer. Hein. Donc, on vérifie comment les parties poursuivent la coopération. Et le langage est primordial ici, puisqu'on invite les parties à remarquer ce qui peut se passer après, à se projeter dans l'avenir, puis imaginer la suite à travers le temps. Bien entendu, s'il y a le moindre souci, une objection quelconque, une hésitation, un refus, un hic, quel qu'il soit, on recadre. Alors, je vais juste jeter un coup d'œil sur le chat pour voir s'il y a au cas où. Bah, effectivement, cette question, comment gérer une intervention des parties s'exprime en simultané, ben, je pense que j'ai répondu en fait. Effectivement, là où ça coince, c'est produit une incongruence et à partir de là, la négociation entre parties, quoi qu'il en soit, est tout à fait intéressant. Pour prendre un délai de 6 semaines pour laisser des alternatives au comportement indésirable. Alors là, nous entrons vraiment dans les mythes de la neurophysiologie, quoi. Vrai ou faux, je n'ai aucune idée, mais on disait dans le temps que la raison pour laquelle on avait proposé 6 semaines, c'est que c'était le temps nécessaire à installer une nouvelle habitude. Oui. Alors, les parties peuvent-elles mentir, avoir des intentions malveillantes envers le coach? Bien sûr. Pourquoi elle ne pourrait pas? Ah oui, évidemment. Pas. Oui, bon, bien sûr, ben oui, bien sûr, la mauvaise foi existe partout, quoi. Oui. Et c'est ce que j'ai déjà dit, effectivement, il y a des parties qui peuvent détester le sujet, quoi. Effectivement, mais vous avez toutes vos compétences de calibration, quoi. Vous observez, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Vous observez qu'effectivement, la sujet parole de la partie hein, aura tendance à vous montrer justement des incongruences dans son comportement lorsqu'il porte la parole de la partie. Hein. Et quoi qu'il en soit, si vous trouvez que vraiment sonnette, baliverne, vous me dites n'importe quoi, dites-le quoi, dites-le. Vous confrontez les parties aussi. Et vos compétences d'accompagnateur se mettent en route et en exergue, que ce soit avec le sujet entier ou avec une partie. Tout. Ce sont comme des subpersonnalités. Il y en a, vous dites qu'ils mentent, oui, pourquoi pas. Qu'ils sont fourbes, pourquoi pas. Et personnellement, ce n'est pas ça que moi j'ai rencontré. Ce que j'ai rencontré, c'est que les parties hésitent de s'exprimer parce qu'elles étaient tellement blessées. On n'a pas prêté attention. Elles ne peuvent plus faire confiance au sujet. Elles ont fait confiance. Le sujet n'a pas respecté sa parole vis-à-vis d'elle. Elle s'estime effectivement faisant si peu partie du sujet qu'effectivement, elle se cache, on va dire, elles hésitent, voilà, etc. Là, on est vraiment dans les cas de thérapie potentiellement, possiblement, de traumatisme considérable. Et c'est pour ça qu'on a des parties qui se défendent. Voilà, on va utiliser ce mot-là, se défendre. Alors, donc, hop, VK Squash. Le VK Squash. Il faut juste que je me retrouve. VK Squash, voilà. Allez, hop. Boum. Hop, pardon. Appuyer sur mon truc. Alors, oui, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû vous mettre ça tout de suite parce que j'ai un blabla. Donc, faites comme si c'était pas là. Alors, tant pis, je prends le risque. Arrêtez le partage. Pourquoi dit-on VK Squash? On dirait que les pénalistes aiment les onomatopées. On tout swish, swoosh, swoosh, slurp, squash et encore d'autres bruits et bruitages. À croire qu'on est dans le même comic strip que Jane Birkin et Serge Gainsbourg, où ça fait des zip, shebang, pow, plap, oui. C'est possible. Pourquoi pas? Mais j'avance deux autres hypothèses quand même.
La première, dans le VK Squash, nous proposons d'abord une représentation visuelle des parties qui vont ensuite se réunir grâce au mouvement des mains. V visuel parce que ça se visualise, ça se voit. Hein. Kinesthésique car à cause du mouvement parce que ça bouge. Et squash, avouez, c'est quand même plus joli que splat, qui aurait été une autre option. Deuxième hypothèse, et là c'est plus ténu, c'est plus délicat, c'est beaucoup plus intello. Tout travail avec les parties vise la résolution d'incongruences dans la structure de la magie, volume 2, le Nouveau Testament, n'est-ce pas, de la PNL. Grinder et Bandler proposent une stratégie en 3 phases, identifier, trier et intégrer les incongruences du client. Ils poursuivent, et j'ai entendu dire que quand j'ai lu ça, je dis « Wow !» Je l'ai vu plusieurs fois pour vraiment m'en imprégner. Ils poursuivent en indiquant que la présence des systèmes de représentation VAK et de 3 catégories de satire, le blâmeur, le suppliant et le superrationnel, permettent de considérer que les incongruences du sujet sont triées de façon suffisante pour passer à la phase d'intégration. Ils estiment que le blâmeur s'exprime en visuel, le suppliant en kinesthésique et le superrationnel en auditif. Cette remarque nous aide à comprendre sans doute pourquoi nous invitons les parties à se regarder visuel, à partager leurs ressentis, opinions, etc. Auditif, n'est-ce pas? Et kinesthésique, le ressenti, en fait, avant de démarrer l'intégration. Alors, le VK Squash permet de réunir des polarités. C'est le mot qu'utilisent Grinder et Bandler quand il y a 2 parties. Donc, ça permet de réunir les polarités ou combiner des parties, parce qu'il n'y a pas que 2, parfois, en une seule entité pour que le sujet bénéficie de toutes les ressources disponibles. Pour cela, les images mentales représentant les 2 parties de la personne sont placées chacune dans une main du sujet. Ces images représentées, souvent sous forme symbolique, se trouvent ainsi triées et différenciées, permettent donc de distinguer les protagonistes d'un conflit, les éléments d'une incongruence. Il est proposé que les mains se rapprochent ensuite au fur et à mesure que les 2 images créent une nouvelle représentation, synthétisant la combinaison ou l'intégration des parties en question. Alors, maintenant, hop, que je me retrouve le VK Squash. Voilà, hop, parfait. OK. Et là, je vais vous laisser ça. Alors, comme vous pouvez voir, donc, allons directement, donc, identifier les parties, représenter tous les VAK, demander à chacune des parties de regarder l'autre, la décrire, identifier la fonction positive de chacune des parties, vérifier que les parties reconnaissent et acceptent l'intention de l'autre. Et également, et là, c'est le levier de changement, vérifier que chacune des parties reconnaît que le conflit empêche de réaliser son intention positive. Demander à chacune des parties de regarder l'autre de nouveau pour décrire les ressources dont il dispose. Donc, c'est vraiment un joli recadrage. Établir un accord entre les parties pour combiner les ressources afin de réaliser mieux encore leur intention positive. Faisons rapprocher les mains, faire intégrer les 2 parties et créer une nouvelle représentation dans tous les systèmes sensoriels VACOG. OK. Alors, contrairement au recadrage en cyprin, la négociation entre parties, la porte d'entrée, la plainte et la vérification de l'intérêt de cette affaire-là, le changement et le comportement, le VK Squash est dans une autre cas de figure. Le VK Squash, comme le Swish, s'intéresse à l'image de soi, l'image de choix, qui fournit une ébauche de réponse à la question « Qui suis-je » Qui est-ce que je me considère être? Dans le Swish, par exemple, vous prenez l'image idéalisée. Lorsque donc on applique la logique du VK Squash aux croyances, par exemple, elle portera le nom intégration de système de croyances conflictuelles. Alors, identifier les parties concernées.
Comment savoir s'il s'agira d'appliquer un recadrage en 6 points, négociation entre parties ou un VK squash? Moi, je vous le donne en 1000, hein, parce que franchement, excellente question. Rien de presse. Souvent, on le saura seulement lorsqu'on aura commencé le travail. Et moi, ça me va, ça me va. Parce que moi, je marche dans les pas de mon sujet. Je suis derrière, mais je ne pousse pas. Je suis légèrement sur le côté et ça me donne une vision plus large et plus vaste de l'ensemble. Il me guide dans son évolution. Ce n'est pas à moi de décider, je ne le précède pas. Il me guide dans son évolution. Je pose des hypothèses de travail qu'il confirme ce qu'il affirme. Et dans les deux cas, moi, ça me va. Toutefois, il est sécurisant d'avoir quelques repères pour nous orienter dans les méandres de l'expérience subjective. Alors, dans le cadre du VK squash, on peut facilement avoir le sentiment qu'il s'agit d'une partie qui a été sectionnée, divisée, éclatée, fragmentée et qui profiterait de retrouver son unité. On ne se trouvera pas tant devant deux comportements opposés que face à un différent d'un autre ordre, deux images de soi, deux façons de se considérer, de se reconnaître, etc., qui ne peuvent coïncider, deux désirs qui ne sauraient s'exprimer ni simultanément ni séquentiellement. Peut-être y a-t-il deux cadres temporels dans lesquels satisfaire le même cadre, et pas de la même manière. J'ai plaisir à manger, même beaucoup, et aussi à rester mince. Bonne chance. Est-ce que les plaisirs que j'ai aujourd'hui à table est le même que je projette avoir dans l'avenir à rester mince? Peut-être, mais il ne peut pas être engendré de la même façon. Et peut-être que deux représentations ne peuvent se chevaucher ou se combiner à l'instant. Je me vois bien prendre ce nouveau poste. D'ailleurs, mon boss me dit que c'est une belle opportunité. Mais moi, je ne me sens pas capable. VAK. Comme il se peut que les deux images de soi, deux logiques internes, deux façons de s'apercevoir, se considérer, se vivre, n'arrivent pas à se coïncider, tout court. Mon boss est insupportable. Je crois que je devrais m'en aller. Mais je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras. Bonne chance. Alors, c'est pour ça que là, je crois que vous entendez bien. Si vous engagez une négociation entre parties, zéro, zéro, c'est un VK squash. Parce que ces deux images de soi s'expriment et ça crée effectivement un tel décalage. Ces images ont besoin de se réunir. Et c'est pour ça que moi, j'estime que souvent, c'est une seule partie qui, pour des raisons de traumatisme, petit T peut-être, mais quoi qu'il en soit, un événement qui a cassé l'ambiance, qui a cassé la partie, qui l'a fragmentée. C'est une molécule qui a été éclatée. Et effectivement, notre tâche, c'est de revenir à l'unité initiale. Alors, représenter les deux parties dans le système VAK-EG, là, on les met au dehors, comme de les mettre sur les mains, comme ça. On prend le temps de développer la représentation qu'a le sujet de chacune des parties, quoi qu'il en soit. Demander à chacune de se regarder l'autre et de la décrire. Alors, c'est important que c'est une description. Hein? C'est une description. Alors, pourquoi on fait ça? Ben, d'une part, on veut savoir que la personne voit la partie. Donc, et également, même si c'est une description, hein, non pas comment dire, le ressenti, ça va venir après, il n'empêche, quoi, le sujet dit ce qu'elle dit. Le sujet dit ce qu'il dit. Hein. Alors, il se peut que les parties se fassent des reproches, c'est même extrêmement fréquent, quoi, soit. C'est comme dans la thérapie conjugale ou familiale. En tant qu'arbitre, on ne juge, ni corrige, ni ne cadre. Elle s'exprime, un point, c'est tout, hein, et on écoute soigneusement en veillant à équilibrer le temps de parole et on apprend énormément pendant cette rencontre. Une erreur classique est de vouloir que les parties s'apprécient, s'entendent, s'aiment, etc., tombent des bras. Dans les bras l'un de l'autre, c'est juste impossible. Il ne faut pas les forcer. Une alliance sera possible au bon moment et ce n'est pas encore le bon moment. Alors, on va identifier intention positive et c'est important de faire reconnaître l'intention positive de chacune des parties concernées.
C'est un levier essentiel pour la réussite de cette technique, la reconnaissance de l'intention positive, parce que ça change le regard que chaque partie porte sur l'autre. D'où l'importance de laisser chaque partie s'exprimer librement au point précédent. Que chaque partie reconnaît et accepte l'intention positive de l'autre, ces mots sont importants et chargés de sens. Accepter ne signifie pas adhérer, approuver. Il signifie constater, remarquer. Les parties ont juste besoin de savoir que c'est l'intention positive de l'autre, n'ont pas besoin de l'aimer. Hein. Vérifier que chacune des parties reconnaît que le conflit l'empêche de réaliser son intention positive, ça c'est le levier de changement. C'est ça qui va effectivement nous aider à aider le sujet à prendre conscience qu'il se trouve dans un magnifique paradoxe et que tant que les parties continuent à agir leur conflit, hein, ni l'une ni l'autre ne pourront trouver quoi que ce soit de satisfaisant ni dans leur fonctionnement individuel, on va dire, ni dans le fonctionnement collectif, en quelque sorte, du système sujet. Alors, donc, effectivement, on aide le sujet à en prendre conscience, car ce beau paradoxe ouvre une brèche dans le raisonnement des parties et par la même occasion, la voie à la réunification. Donc, demander à chacune des parties de regarder l'autre et de considérer les ressources, en fait. Qu'est-ce qu'elle a, cette autre partie, qui, toi, partie numéro 1, pourrait t'intéresser? Qu'est-ce que tu perçois chez elle, hein, que toi, tu n'as pas ou pas suffisamment? D'où l'idée, justement, de l'éclatement de la partie également. Hein, parce que ça arrive que c'est vraiment scindé et l'une est bonne, l'autre est mauvaise. Enfin bon, alors que effectivement, ce n'est pas si tranché que ça. Mais voilà encore un levier de changement, le troc. Hein. Moi, partie, qu'est-ce que je vais gagner si je coopère avec l'autre? Donnant. Alors, nous, programmeurs, assez souvent, on a souvent l'occasion de faciliter la discussion pour le coup, en soulignant que nous avons remarqué l'utilité, remarqué que ce qu'il y a d'utile, c'est une partie chez l'autre partie. Là, on a parfaitement le droit d'intervenir. Non pas pour forcer la main, mais parce qu'il y a un autre regard sur la situation. On dit, mais vous savez, hein, c'est... J'ai entendu cette partie dire que et vous, autre partie, vous avez dit que blablabla. Quand je vous entends dire ça, je me demande si ce qu'elle est en train de dire ne correspondrait pas à vos formulations, vos cadrages. Nous avons souvent là un rôle assez important en tant que facilitateur, tout simplement. Hein. Lorsque l'intérêt de coopérer est reconnu et accepté, l'accord de combiner les ressources, de mettre sa force à la disposition de l'autre est facile à trouver. Et en fait, en somme, ça se fait tout seul. La preuve, les mains commencent à se rapprocher. Et c'est souvent le cas. Alors, en faisant rapprocher les mains, faire intégrer, etc. Si ça ne se fait pas tout seul, on suggère. Hein. Et effectivement, là, il y a différentes possibilités en termes de regard porté sur la situation. Hein. On peut considérer qu'il s'agit d'une nouvelle entité, une espèce de super partie, quoi, qui est engendrée par ce geste. Hein. On peut considérer aussi qu'il s'agit de restaurer l'intégralité de la partie, l'unicité de la partie qui avait été fragmentée. À vrai dire, peu importe. Peu importe. Je veux dire, peu importe de notre point de vue à nous, quoi. Ce qui est important, c'est qu'il y a justement cette restauration de l'unicité, que ce soit restauré ou engendré. Voilà. Alors, il arrive que les mains ne bougent pas. Ça arrive, hein? Tout arrive de toute façon. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, attends-nous lentement. J'ai vu des PNListes forcer les mains. Moi, ça me heurte sur le plan écologique. Vraiment, ça me dérange. Je ne suis pas pressée, moi. Alors, effectivement, je doute du respect de l'écologie, sauf si vous êtes Richard Bandler, le PNListe le plus rapide de l'Ouest, un intervenant autant féroce, déterminé
que est puissant, que soucieux, doux et délicat. Bandler est incroyable. Incroyable. Et il est parfaitement capable de faire ce genre de truc. Il dit, je ne peux pas attendre toute la journée, vous savez, je plane. Et on voit que vraiment ça bouge. Mais c'est une exception, non pas la règle. Quoique très rare, il est possible que ce soit nécessaire de négocier avec les parties avant que les mains ne puissent terminer leur trajectoire. L'une peut craindre de disparaître au service de l'autre. Ça arrive. Et parfois, effectivement, estimer que l'union, voire la réunion, ne soit pas bénéfique aux deux, alors que c'est ça, effectivement, qui est prôné, en fait. Il est possible aussi, il arrive, qu'il faille intégrer une troisième partie et qu'il arrive de quelque part pour que, justement, l'intégration puisse avoir lieu. Même si on manque de main pour l'accueillir, quelque chose va bouger. Faites confiance au sujet et au processus. Observez bien, on apprendra toujours quelque chose. Alors, souvent le sujet ramène spontanément les mains vers son cœur pour faire intégrer cette partie en lui. On peut bien entendu inviter le sujet à placer la nouvelle partie en lui à cet endroit-là, comme on peut lui proposer de la laisser trouver sa propre place. Il n'est pas impératif que la partie trouve une place à l'intérieur du corps du sujet. Que la partie s'estime une partie à part entière du système sujet est largement suffisant. Alors, OK. La création de parties. Alors, ouf, on arrive effectivement au moment où, voilà, je me dis, hop, c'est intéressant de vous dire que maintenant, j'ai encore et encore des informations, mais je vais simplement vous les offrir sur point de discussion. Alors, je veux bien partager l'écran et vous montrer à quoi ressemble et c'est pourquoi, sans doute, on a abandonné l'espoir de création de parties. C'est extrêmement long. Là, je vous ai fait une version simplifiée. C'est long, c'est lourd, c'est compliqué. La grande difficulté est au niveau, pour moi, au niveau de l'écologie. Alors, comme vous pouvez constater, quand vous créez une partie, la proposition, en fait, c'est créer une nouvelle partie, est parue en anglais dans l'ouvrage de Bandler et Grinder, Reframing, recadrage, en 82, et fut enseigné pendant un temps, puis après c'est oublié. Sans doute, la remarque de Diels et de Lozier dans l'encyclopédie explique les raisons de son intérêt. Du point de vue de la PNL, il est utile et souhaitable d'avoir des parties dans les circonstances qui exigent des niveaux élevés de performance, par exemple. Créer une partie permettrait d'allouer une quantité d'énergie à la réalisation d'une tâche spécifique spécialisée, mais est-ce vraiment nécessaire? Je vous laisse décider par vous-même. Alors, ce qui va se passer, c'est que naturellement, on va avoir inventorié toutes les expériences de l'histoire du sujet. C'est énorme, énorme. Donc, faire une série détaillée d'images, créer des films, entrer dans le film, enfin, si ça convient au sujet, ce qu'il voit, entrer dans le film, vérifier de l'intérieur, repasser. C'est tout à fait cohérent, il n'y a pas de souci, seulement c'est extrêmement coûteux. Vérifier l'écologie, faites la liste de toutes les parties ayant une objection, recadrer encore, faire satisfaire toutes les parties ayant des soucis, on va dire. Demander aux ressources inconscientes du sujet d'analyser le film. C'est intéressant, ça. Alors, pour en extraire l'essentiel. Donc, il y a une demande de la modélisation au niveau inconscient, effectivement. Faire vérifier la présence et le fonctionnement de la nouvelle partie à l'instant et à travers le temps. Bien sûr, il faut bien vérifier que la chose est là, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, c'est lourd. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on a laissé tomber, quoi. Alors, pourquoi on pense à créer une partie? Ben,
comme ils ont dit, quoi, tout simplement, parce qu'il y a une infime facette de quelque chose d'extrêmement pointu que vous désirez faire. Toutefois, moi, mes hypothèses, pourquoi on a laissé tomber, c'est l'écologie et l'élégance. La distribution de l'énergie, l'allocation des ressources est un facteur important dans le bien-être et l'épanouissement du sujet. Et pour certains PNListes, dont moi, avoir plus de parties n'est ni la cause ni la conséquence de plus de bien-être. De la même manière qu'un vêtement dont on se sert de façon très occasionnelle se retrouve relégué au fond de notre placard et on finit par chercher à le remplacer par un autre plus commode, plus passe-partout, plus facile d'accès, etc. Une partie très spécialisée risque de ne pas être souvent sollicitée, prendre la place dans l'économie psychique et finir aux oubliettes, alors qu'elle a toujours une quantité d'énergie à sa disposition qui pourrait être rendue disponible pour d'autres fonctions. Moi, je vous parle en tant que psychologue en disant ça. On parle d'investissement, on parle d'allocation de ressources, voilà. Et effectivement, je trouve extrêmement intéressant de se demander effectivement où va notre énergie. Et si on a une partie qui ne sert pas à grand-chose, mais qui a été engendrée, créée, bon, OK, mais ça, faut quoi faire. Alors, pourquoi créer une partie nouvelle alors qu'une autre existante déjà pourrait assumer la fonction? Cela peut engendrer des conflits internes et mettre en péril l'écologie du système. Comme dans les organisations, la création de postes n'est pas sans difficulté. Mieux vaut souvent chercher à valoriser et bénéficier des talents déjà existants. Ça, c'est des raisons écologiques de pourquoi moi, je crois qu'on a vraiment laissé tomber. L'élégance, le maximum d'impact pour le minimum d'effort est à prendre en considération. D'autres options techniques telles que l'ancrage de ressources, l'identification en transprofonde et la modélisation isomorphique permettent d'accéder aux compétences spécifiques visées sans avoir à les attribuer à une nouvelle partie qu'il faudrait créer de toutes pièces. De toute façon, la manière la plus simple de créer une partie est de la nommer. Tout simplement. Vous nommez une partie, elle est là, quoi. Tout se passe comme s'il y avait une partie de vous qui, ... Ce qui valide son existence et la réifie, la rend réelle. Freud l'a bien dit, avant Steve de Chazer, à qui on doit un ouvrage du même nom. Les mots étaient à l'origine de la magie. Alors, la fête des parties. Je ne vais pas vous montrer un slide parce que c'est hyper long. Je vais juste vous expliquer. La fête des parties encourage la congruence, la coopération de toutes les parties concernées, permettant de lever les obstacles à l'action et l'obtention de l'objectif du sujet. Comme toute technique, la fête des parties a subi des modifications au fil des années. Virginia Satir l'a publié la première fois en 1978 dans son livre « Your Many Faces », vos visages multiples, où elle parle des rôles pris dans une représentation théâtrale. Sous sa direction, une fête des parties se déroulait dans un groupe d'entre 15 à 40 personnes. Wow! Il y a du monde. Dans la logique du déroulé de la fête, des parties, on reconnaît son influence dans d'autres techniques de modèle des parties. Nous serons invités à faire en sorte, dans la fête du parti à Virginia Satir, de reconnaître, accepter, transformer, intégrer les parties en jeu. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le psychodrame, les constellations familiales, les sculptures ou toute autre technique de ce genre, vous reconnaîtrez aisément les liens de parenté. Et il y a 5 phases, préparation, rencontre, conflit, transformation, intégration. En somme, il faut préparer la fête, faire en sorte que les parties se rencontrent, faire développer un conflit, ou bien qu'on ait quelque chose à mettre sous la dent, transformer le conflit, intégrer donc les parties, effectuer un rituel d'intégration. Alors, comment est-ce que ça a évolué en fait? Parce que
je vais éviter de vous montrer là, le slide de Virginia Satir, c'est trop long. Comment est-ce que ça a évolué? Ben, la fête des parties encourage la congruence, la coopération de toutes les parties concernées. On pourra choisir d'en faire pour restaurer le sentiment de l'unicité, l'intégrité chez le sujet, pour améliorer la communication interne, sceller un traité de paix ou fêter une réussite à la manière du triomphe de Pierre Janet. Il est possible de servir de cette technique dans une adaptation qu'on peut appeler négociation entre plusieurs parties, organisée par l'intervenant, le programmeur, en demandant à une partie, souvent l'esprit inconscient ou la partie créative, de prendre en charge le travail. Comme il est possible de proposer sous forme de clou de spectacle ou cerise sur le gâteau. Pour clore un travail et célébrer la réunification et l'intégrité ressentie du sujet. Et moi, j'ai décidé d'appeler ça « honorer toutes les parties » ou « rendre hommage au système ». Et donc, du coup, c'est aussi une autre possibilité que moi, j'ai trouvé tout simplement intéressant à travailler avec certains de mes sujets. Alors, en conclusion, on y arrive. En conclusion, le modèle des parties, un des premiers modèles de la PNL, est véritablement un socle sur lequel cette démarche s'est construite. Les présupposés ou principes de base de la PNL y sont illustrés, ainsi que les travaux des thérapeutes et modèles principaux. Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson. Toutes les compétences requises pour bien pratiquer la PNL sont soulignées dans l'application des techniques du modèle. L'observation fine, la calibration, la création et la maintenance de la relation, le rapport, la capacité d'entrer dans le modèle du monde du sujet via la synchronisation, la souplesse comportementale et mentale, la flexibilité et le recadrage. Ce modèle reste pour moi un modèle de choix. Je vous remercie d'avoir accepté le défi, voilà, d'avoir opté pour l'explorer avec moi. Merci. Merci. Et vous pouvez ouvrir vos micros, voilà, et vidéo, et applaudir, voilà. Ah, bravo, bravo, bravo. Jane, merci. Bravo, bravo, bravo. Merci infiniment, infiniment, Jane, pour cette exceptionnelle présentation du modèle des parties. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, poser des questions encore qui n'ont pas été, auxquelles on n'a pas encore, Jane n'a pas encore répondu? Moi, j'ai une petite, Sophie, Oui? j'ai quelque chose qui me tracasse, dans le sens où Jen, vous avez dit que une partie pouvait détester le sujet, Facilement. et je me demande comment faire coller ça avec l'intention positive. Ah, Ça, Alors, j'ai du mal à le concevoir, à le comprendre bien. Je peux imaginer des choses, mais j'aimerais bien avoir votre réponse. ben, c'est facile pour une partie de détester le sujet. oui. Elle n'a pas tenu Oui. parole parce qu'il y avait de la maltraitance et personne n'a été là pour elle. Hein. Là, nous sommes en train de parler des parties dissociées. Ah oui, d'accord. Et effectivement, il est nécessaire d'être... il faut faire une thérapie avec la partie, quoi. En somme, en somme. Hein. Mais pour répondre, la réponse courte, c'est très chère partie. Okay? Vous détestez machin, X, Cunégonde. Hein? Vous détestez Cunégonde. OK. Je sais que ma question peut vous sembler complètement stupide, voire inacceptable et incompréhensible. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Qu'est-ce que vous voulez souligner? Qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre? Okay? Au travers de détester Cunégonde. Qu'est-ce que vous voulez? Okay? J'ai compris qu'actuellement, c'est votre expression, c'est une expression de besoin. Okay? Et moi, je veux respecter votre besoin.
Donc, si vous voulez bien, partie, m'aider à comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé. OK? C'est pour ça que je dis, en traitant les parties comme des sub-personnalités, vraiment, et que lorsqu'on pense de cette façon-là et qu'on a des personnes vraiment en grande difficulté, en fait, hein, à ce moment-là, ben, on va travailler avec la partie pour qu'elle soit suffisamment rassurée, étayée, soutenue, aimée, que sais-je, hein, pour considérer que même nous, hein, on pourrait être digne de l'aider. Si vous allez me dire, c'est rare. Oui, c'est rare, tant mieux. Hein. Mais quand vous travaillez avec des personnes qui ont vraiment des difficultés importantes, hein, des traumatismes de tous ordres, hein, ou même le traumatisme d'avoir été licencié, hein, et qui revivent d'autres difficultés plus anciennes. Hein, bon, ça c'est une autre histoire, mais effectivement, le harcèlement moral, par exemple, quelle est la partie, hein, qui a accepté le harcèlement? Et cette partie-là peut détester le sujet de l'avoir forcé à accepter ce qui est inacceptable. Oh, vous trouvez tout, quoi. Okay? Mais effectivement, cette notion d'Anna Freud qui est l'identification avec l'agresseur, il y a beaucoup à dire, mais c'est pas et c'est pour ça que je dis effectivement les parties pour moi je trouve absolument magnifique, puisque c'est tout un comme disait Hillary Clinton, n'est-ce pas? Moi, en tant que bonne américaine, hein, je vais citer des sources de chez nous. Hillary Clinton a écrit un ouvrage qui s'appelait Il faut un village pour élever un enfant. Et quand on travaille avec des parties, ben on travaille avec un sacré village. Ouais. Merci beaucoup. Ça a touché quelque chose là. Voilà. Merci beaucoup. Ça pourrait être une très très belle conclusion, Jane, sauf si quelqu'un a encore une question ou une remarque à faire. Non, merci beaucoup. C'était très agréable d'entendre Jane. Bonne vision. Merci. Ouais, merci beaucoup, c'était très enrichissant. Merci. 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 Encore, voilà, rendre le triomphe de la Pierre Janet, voilà. Ah, ouais. Magnifique. Merci beaucoup, Jane. Voilà. Okay, merci à vous tous alors et bonne soirée alors. Merci Jane. Bonne soirée. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Merci Merci, bonne soirée. Marie-Christine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci infiniment, Jane, et à une autre fois à tout le monde. Et avec plaisir alors. Merci pour revoir. votre temps et l'organisation. À bientôt. Bonne soirée. Merci, Au revoir. Jane. Merci, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà.